Tout de suite, comme chaque jour, le bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, un consensus de marché à ses yeux un peu trop facile. Voici donc venue l'heure du bullshitomètre. Il est 16h43. Aujourd'hui, c'est François Monnier qui nous accompagne, le directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François. Bonjour. La Chine est la deuxième économie mondiale. Elle est donc incontournable dans les portefeuilles boursiers. Vous n'êtes pas d'accord, vous criez même au bullshit. C'est quand même la deuxième économie mondiale. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec cette idée d'investir en Chine, François ? Il fallait se méfier de l'année du lapin, hein, Guillaume, puisqu'on a eu une année catastrophique en Chine en 2023, et ça fait quand même 3 ans d'affilée que la bourse chinoise ne répond pas au rendez-vous. Hein. Si on regarde un petit peu le comportement du CSI 300, qui regroupe l'essentiel des grandes valeurs, à la fois sur Shenzhen et Shanghai, eh bien, on a eu en 2023 un recul de 11%. Et si on regarde sur les 3 dernières années, c'est une bourse qui a perdu plus d'un tiers de sa valeur. Et à Hong Kong, l'autre bourse, j'ai envie de dire locale, régionale, eh bien, c'est guère mieux, c'est même pire, puisque on a 4 années dans le rouge d'affilée à Hong Kong. Et en 2023, on a eu un recul de 14%. Pourtant, on avait commencé l'année 2023, j'ai envie de dire, avec un vent d'optimisme, puisque le 8 janvier, donc quasiment jour pour jour, la Chine annonçait la fin du confinement, la fin de sa politique zéro Covid, et tout le monde, tous les experts, et même les experts en plateau qui venaient discuter avec vous, estimaient que voilà, on allait avoir une reprise économique, puisqu'on avait une économie américaine qui était en train de ralentir. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. L'économie américaine n'a pas ralenti, au contraire, elle a même accéléré en fin d'année 2023, alors que la Chine, eh bien, on n'a jamais vu d'accélération. Alors bien sûr, maintenant, dans le rétroviseur, c'est assez facile d'expliquer ce qui s'est passé. Hein. C'est que en Chine, on a quand même une grave crise immobilière. Une crise immobilière, ça ne se résout pas en quelques mois, ni quelques semaines, ni quelques trimestres. C'est extrêmement long. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a eu beaucoup de Chinois qui aiment beaucoup épargner, qui ont investi une partie de leur épargne en immobilier. Et là, qui ont fait une très mauvaise opération. Un peu ce qui se passe aussi en France. Ceux qui ont acheté des biens immobiliers l'année dernière, ils vont être en mauvaise value. Et il va falloir attendre un petit peu pour retrouver des gains. Vous êtes en train de casser le moral à certaines personnes. Là. Attention, ceux qui ont acheté l'an dernier dans l'immobilier, vous êtes en train de leur dire vous avez fait un mauvais coup. Disons qu'ils ont acheté au plus haut d'un cycle qui a un cycle de 8 ans. Ça, c'est pour la France. Et bonne année. En Chine, il va falloir attendre encore un petit peu pour avoir des perspectives d'amélioration sur le marché immobilier. Et puis, on avait une Chine qui avait l'habitude à chaque fois qu'il y avait une crise ou à chaque fois qu'on voulait un petit peu réaccélérer au niveau de la croissance, eh bien, on annonçait un méga plan. Et à chaque fois, ce plan, c'était un plan basé sur les infrastructures, sur l'immobilier. Or là, on sait qu'on a déjà des promoteurs qui ne savent pas comment pouvoir écouler leurs biens immobiliers. C'est encore pire qu'en France. Hein. En France et en Europe, on a des promoteurs qui commencent à mettre un genou à terre. On a vu quelques faillites et il y en aura peut-être probablement d'autres qui vont arriver dans les semaines qui viennent. En Chine, les promoteurs sont vraiment dans une situation extrêmement difficile. Donc résultat, rien ne se passe comme prévu et on a beau se dire la Chine, deuxième puissance économique, on voit ses produits partout, eh bien ça répond pas présent. Et puis, il faut noter que... On pensait que vous avez fait le tour des mauvaises nouvelles. Non, il y en a encore. Non, disons que ce qui a sauvé Wall Street, ce sont les 7 fantastiques. Hein. Si on regarde la performance du S&P 500, on a quand même un gain notable au cours de l'exercice 2023. Mais si vous retirez les performances des 7 stars, eh bien vous avez un S&P qui est stable, qui est quasiment stable. Donc toute la hausse a reposé essentiellement sur les 7 plus grandes tech américaines. Et on le sait, l'administration chinoise a décapité ces tech pour pouvoir reprendre le contrôle, un contrôle idéologique, politique aussi, sur ces grandes stars. Et résultat, vous avez des investisseurs occidentaux, et après j'arrête là. Je sais que la liste est longue, mais ça explique les longs déboires depuis 3 ans, voire 4 ans, si on regarde ce qui se passe à Hong Kong. On a des investisseurs occidentaux qui ont aujourd'hui le trouillomètre à zéro pour se dire on va mettre 1 euro ou 1 dollar en Chine puisqu'on ne sait pas si on va les retrouver compte tenu du contexte géopolitique et notamment des tensions autour de Taïwan. Mais est-ce que c'est juste une période difficile à passer, François, ou est-ce qu'investir en Chine, vous pensez que c'est durablement bullshit? On sait par exemple que Amundi, qui est numéro 1 européen de la gestion d'actifs, eux, ils croient toujours aux perspectives sur le marché chinois. D'abord, je pense que si vous aviez des convictions sur la Chine depuis plusieurs années,
c'est pas après 4 années dans le rouge ou 4 années de contre-performance qu'il faut changer. Parce que généralement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon boursier, c'est que vous allez prendre des portes de saloon. C'est que vous avez été offensif dans la baisse, vous commencez à capituler et vous avez le marché qui remonte et là vous êtes 2 fois pris les pieds dans le tapis. Donc quand on a une conviction comme ça, il faut essayer de tenir le plus longtemps possible, c'est ce que j'ai envie de dire. La deuxième chose, c'est bullshit dans le sens où on aura toujours énormément de risques vis-à-vis de la Chine. Le contexte géopolitique au cours des 10 prochaines années, c'est sûr qu'il sera toujours présent. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer avec Taïwan demain, mais ce sera extrêmement risqué. Donc, il y aura toujours une prime de risque accordée à ces entreprises, d'autant qu'on a vu que ce qui s'est passé sur la tech chinoise, il y a beaucoup d'investisseurs qui se sont pris vraiment des gros gadins parce qu'on pensait que Alibaba, etc., ils allaient prendre des parts de marché considérables et que c'était plutôt les Américains qui allaient plutôt démanteler leurs géants. Et c'est exactement l'inverse qui a eu lieu. Après, j'ai envie de dire, tactiquement, c'est toujours intéressant de se dire, on va acheter les plus mauvais d'une année parce qu'il y a des perspectives de rebond. Ah oui. Et généralement, c'est quelque chose qui marche. Lorsqu'on regarde la map monde boursière sur longue période, ou même ne serait-ce que l'an dernier, on a eu un fort rebond. La Russie, c'était un des marchés les plus attaqués en 2022. En 2022, la Russie, ça a perdu 43%, le marché russe. Et l'année dernière, en 2023, ça a repris 46%. Et quand on regarde ce qui s'est passé également entre 2022 et 2023, on a eu un Nasdaq qui faisait partie des plus fortes baisses en 2022. On a tendance à l'oublier. Ça avait perdu un tiers de sa valeur parce que le Nasdaq, c'est allergique à la hausse des taux. Et on avait une Fed qui a commencé à durcir ses taux à partir de mars et puis après qui est allé au pas de charge. Et il a rebondi l'an dernier. Et il a rebondi admirablement l'an dernier puisque ça a pris 43%. Donc oui, tactiquement, on a envie de se dire, on joue en ce début d'année, les plus gros gadins de l'année précédente. Et la Chine, c'est clairement le plus gros gadin. Et donc, c'est ça. Mais pour vous, ça reste une fausse bonne idée pour ce qui concerne la Chine. Tactiquement, je pense que c'est opportun. Donc, vous pouvez acheter un ETF Amundi China pour jouer l'aspect tactique. Mais sur le moyen long terme, c'est extrêmement risqué. Donc, il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. On discutait de la Chine aussi tout à l'heure avec Frédéric Ducrozet pour Pictet Wealth Management. Il partage votre pessimisme sur la trajectoire économique chinoise aussi. Pour ceux qui l'ont raté, le replay est disponible sur notre site BFM Bourse. François Monnier, c'est toute la famille qui est réunie. Il est 16h50. Julien Marion aussi vous interroge. Donc sur cette perspective de plus long terme que vous avez évoquée à la fin de votre précédent propos, est-ce qu'on doit se réfugier sur les pays développés ou est-ce qu'il y a des émergents qui peuvent se distinguer selon vous ? Je pense qu'il faut essayer d'acheter quand même en bourse j'ai envie de dire, les sociétés les plus près de chez soi, ce qu'on connaît le mieux. Et c'est vrai que quand on a fait déjà le tour des valeurs françaises, des belles valeurs du CAC 40, les belles valeurs suisses, des Novartis, des Nestlé, qu'on a bien travaillé la cote de la zone euro avec des ASML, des Amadeus, et puis après qu'on s'étend hors zone euro pour trouver, du Novo Nordisk au Danemark, et puis après, quand on essaie d'éplucher la bourse américaine, je pense que là, on a déjà une exposition d'abord mondiale, parce que ce sont tous des acteurs qui réalisent l'essentiel de leur activité, aux 4 coins du monde. Donc, on a déjà une bonne couverture. Après, tactiquement, on prend quelques ETF pour essayer d'avoir 7% d'émergents par-ci, etc., etc. C'est François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir, qui signe ce bullshitomètre.